Avez-vous déjà ressenti ce frisson qui vous parcourt les chaînes, ce moment où un film vous saisit à la gorge et refuse de lâcher prise? Et si je vous disais que les thrillers les plus haletants n'ont pas été réalisés hier, mais il y a plus d'un demi-siècle, avant que vous ne partiez en pensant « Pas encore un discours sur les films vintage », écoutez-moi bien, dehors. Ce soir, nous levons le rideau de velours sur 15 films à suspense aiguisé des années 60, des histoires si tendues que vous jurerez que la pellicule elle-même tremble. Ce ne sont pas les bobines poussiéreuses de votre grand-père. Ce sont les chefs-d'œuvre révolutionnaires qui ont fait des réalisateurs comme Tarantino et Fincher, prêts à tester votre pouls face au tic-tac du temps celluloïde. Baissons les lumières, lançons le projecteur et plongeons directement dans le danger. Psychose, 1960. Quand vous entendez ce violon strident, vous savez exactement ce qui arrive. Mais en 1960, personne ne l'a vu venir. Alfred Hitchcock découpe l'Amérique suburbaine avec un motel où le panneau de vacances clignote comme un avertissement. Battement de cœur. La voleuse amateur Marion Crane ne dépasse jamais la douche, laissant son petit ami Sam Loomis et sa sœur Lila décoder les demi-sourires nerveux de Norman Bates et ses explications bégayantes. Ce qui est vraiment choquant, c'est que Hitch a financé ce film révolutionnaire lui-même pour une modeste somme de 806 000 $, après que Paramount ait hésité face au contenu. Il a tourné avec son équipe de télévision d'Alfred Hitchcock présente, a interdit aux stars les tournées publicitaires standards et a insisté pour que les cinémas refusent l'entrée après le début du film. Le pari a été gagné, spectaculairement. Psychose a atteint un revenu brut mondial de plus de 32 millions de dollars, équivalent à plus de 300 millions de dollars aujourd'hui. Les critiques étaient d'abord divisées. Certains l'ont qualifié de simplement morbide et de film gadget. Pourtant, les spectateurs faisaient le tour de pâtés de maison entiers, juste pour vivre cette scène de la douche. Et quelle scène c'était! Ces 45 secondes de terreur ont nécessité 78 plans de caméra et ont pris 7 jours pour film. Du sirop de chocolat a remplacé le sang et le bruit d'un couteau pénétrant la chair. C'était un melon qu'on poignardait. Hitchcock a transformé le montage de l'horreur à jamais et a montré au studio que la terreur plut le bouche à oreille, équivalent à de l'or au box-office. Vous pensez que cette scène de douche est la seule innovation? Pensez encore. Psychose fut le premier film américain à montrer une chasse d'eau à l'écran. Un élément de réalisme choquant pour 1960. Vous aimez ce chef-d'œuvre tordu jusqu'ici? Préparez-vous. Le couteau vient juste d'être levé. Peeping Tom, 1960. Si Psychose vous a fait hurler, Peeping Tom de Michael Powell vous met au défi de vous interroger sur pourquoi vous avez crié à tous. Sorti la même année que le film d'horreur de Hitchcock, ce thriller psychologique britannique tient un miroir à nos obsessions voyeuristes. Karl-Heinz Böhm joue le rôle de Mark Lewis, un caméraman timide qui enregistre les dernières expressions terrifiées des femmes lorsqu'il les tue avec une lame cachée dans son trépied. La réaction critique a été immédiate et dévastatrice. Les critiques britanniques ont détruit la carrière de Powell du jour au lendemain, jugeant le film méchant et obscène. Le film le plus malsain et immondesque dont je me souvienne avoir vu. Un critique a exigé que le film soit jeté dans l'égout le plus proche. Pourtant, les futurs auteurs Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola ont ensuite salué son méta-commentaire sur le voyeurisme comme des décennies en avance sur son temps. Tourné avec un budget modeste de 135 000 livres, la production a innové avec des angles de vue choquants à travers l'objectif de marque, forçant le public à se sentir mal à l'aise. Complicité, le coup de génie de Powell. Les victimes de Mark voient leur propre reflet terrifié dans un miroir attaché à sa caméra au moment de mourir, littéralement en train de se voir devenir victime du regard masculin des décennies, avant que la théorie du film ne formule le « Aujourd'hui, la copie restaurée fait le tour des festivals dans le monde entier. Ces séquences autrefois interdites étant désormais étudiées dans les écoles de cinéma, comme le moment charnière où le cinéma nous a regardés et demandé « Ça vous plaît ?» avant de répondre. Réfléchissez à ce que votre fascination pour ces films pourrait révéler sur vous-même. Les nerfs à vif, 1962. Au moment où l'ex-détenu Max Cady, joué par Robert Mitchum, entre dans la chaleur de la Géorgie en fredonnant Amazing Grace, les pique-niques en famille semblent toujours périlleux. Son chapeau Panama est légèrement incliné, sa fumée de cigare s'enroule comme un point d'interrogation, et soudain, le rêve américain paraît fragile comme du papier. Adapté du roman de John D. MacDonald, The Executioners, le thriller de Geely Thompson oppose la civilité contre une intransigeance, vengeance. Les studios Universal ont rechigné devant la violence du film, coupant plusieurs scènes pour éviter la censure. Pourtant, la menace transparaissait quand même. Même avec les coupes, la scène de tentative de viol et la cruauté désinvolte de Cady envers les animaux ont choqué un public habitué à des héros et des méchants plus propres. Le box-office était un respect,
Respectable 13 millions de dollars. Mais la syndication télévisée a transformé Katie en un cauchemar domestique, un croque-mitaine pour la classe professionnelle. Le timbre nonchalant de Mitchum, filmé délibérément après minuit pour que la fatigue adoucisse sa voix, coule encore comme de la mélasse sur une lame de rasoir. J'ai prévu quelque chose pour ta femme et ton gamin qu'ils n'oublieront jamais, promet-il, et nous croyons chaque syllabe. Le réalisateur Thompson a utilisé des angles très bas pour faire paraître Katie plus grand que nature, tandis que Pex Boden était souvent filmé de haut, le diminuant. Même la partition riche en cuivre de Bernard Herrmann donne l'impression de respirer dans votre cou. Prêt pour davantage de guerre psychologique? Naviguons dans des eaux encore plus troubles. Couteau dans l'eau, 1962. Avant que Roman Polanski ne s'enfuit à Hollywood, il réalisa ce chef-d'œuvre minimaliste qui emprisonne un couple bourgeois et un étudiant autostoppeur sur un voilier solitaire, où une simple lame devient un juge silencieux de la fierté masculine. C'est un triangle aux bords tranchants, mari, femme et étranger pris dans un jeu psychologique où les règles changent à chaque vague. Tourné entièrement sur les brumeux lacs de Masuri, en Pologne, pour moins de 400 000 $, le film a tiré un suspense maximal des planches de pont mouvantes, des reflets miroitants de l'eau et des espaces confinés de la cabine. Avec seulement 3 acteurs et des dialogues aussi rares que du bois flotté, Polanski a prouvé que la tension réside dans les regards, pas dans les coups de feu. Les percussions de jazz remplacent les indices orchestraux traditionnels, amplifiant chaque craquement du bateau jusqu'à ce que vous soyez sûr que quelqu'un ne reviendra pas à terre. Bien que le film ait perdu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère face à 8,5 de Fellini, sa tension minimaliste a influencé tout, de Duel de Spielberg à Calme blanc avec Nicole Kidman. Les critiques s'émerveillent encore de la manière dont Polanski a transformé les eaux ouvertes en un cercueil hermétique, un début si assuré que le New York Times l'a salué comme un thriller psychologique brillant. Le gouvernement communiste était moins impressionné. Lorsque le film a reçu une nomination aux Oscars, ils ont refusé à Polanski la permission d'assister à la cérémonie. Gardez votre gilet de sauvetage à portée de main. Il y a des turbulences à venir alors que nous passons de la guerre psychologique à l'espionnage glamour. Charade, 1963. Imagine la mort aux trousses saupoudrées de sucre parisien et d'une pincée de comédie burlesque. Voilà Charade de Stanley Donen, un film si charmant que vous oublierez combien de fois il menace de tuer Audrey Hepburn. Donen associe la veuve chic de Hepburn au mystérieux étranger interprété par Cary Grant, tandis que des méchants qui comptent les cadavres poursuivent un butin de guerre disparu à travers les monuments parisiens. Avec un budget de 3 millions de dollars et enveloppé dans le glamour du Technicolor, Charade a rapporté plus de 13 millions de dollars sur le marché intérieur, en partie grâce à l'air accrocheur de son générique composé par Henry Mancini que vous entendez probablement dans votre tête en ce moment. Voici un fait fascinant des coulisses. Grant, alors âgé de 59 ans et préoccupé par la différence d'âge de 25 ans avec Hepburn, a insisté pour que le script soit inversé afin qu'elle le poursuive plutôt que l'inverse, une inversion pleine d'esprit qui fait briller leur badinage romantique avec une sensibilité moderne. « Savez-vous ce qui ne va pas chez vous ?» demande Hepburn à Grant. « Non, quoi? Rien. » Les critiques l'ont surnommé le meilleur film de Hitchcock jamais réalisé par Hitchcock, tandis que Universal Pictures a accidentellement oublié d'inclure un avis de droit d'auteur sur les copies, plaçant immédiatement le film dans le domaine public. Amusez-vous bien avec ce casse-tête brillant. Attachez votre ceinture. L'espionnage vient de devenir sinistre alors que nous plongeons dans la paranoïa de la guerre froide. Le dossier Ipcress, 1965. Adieu les smoking. Bonjour lunettes de la sécurité sociale et trench coats. Le producteur Harry Saltzman a dépensé 300 000 livres pour introduire Harry Palmer, l'alternative sarcastique de Michael Caine à 007, qui fait ses courses au supermarché, cuisine ses propres repas et s'inquiète de son salaire. Basé sur le roman de Len Dayton, l'approche du réalisateur Sidney G. Furie était révolutionnaire. Il rejeta le glamour conventionnel des films d'espionnage, préférant tourner Londres comme un labyrinthe crasseux de bureaucratie, où même l'espionnage ressemble à des querelles de bureau. Les plans caractéristiques de Fury en plongée, trous de serrure, placent les spectateurs derrière des abat-jours, des classeurs et des vitres de voitures, transformant la surveillance en style visuel des décennies avant l'horreur found footage. La séquence de torture hippie-shress du film, qui brouille l'esprit, pulsait à travers des oscillateurs électroniques Moog, ce qui a valu au compositeur John Barry un BAFTA, un départ frappant de ses thèmes luxuriants de Bond. Les ventes de billets britanniques ont dépassé 1 million de livres, et la recette de Palmer pour le Café Bon Marché et les répliques cyniques a influencé tout, de Tinker Tailor Soldier Spy à la franchise Bourne. « Tu aurais dû être un académique », ricane le patron de Palmer. « Je le suis », répond-il. « Je suis un académique secret. Vous me suivez toujours, agent ?» Le briefing devient nettement plus sombre alors que nous pénétrons dans l'esprit d'un
Collectionneur avec des goûts inhabituels. The Collector 1965. William Wyler échange les chars de Ben-Hur pour une cave humide du Surrey dans cette adaptation du roman de John Fowles. L'enthousiaste de papillons, Freddie Clegg, kidnappe l'étudiante en art Miranda Gray, l'emprisonnant dans la cave aménagée de sa propriété à la campagne. Sa logique glaçante, il la collectionne comme il le ferait avec un spécimen rare, espérant qu'elle apprendra à l'aimer en captivité. Wyler, connu pour extraire des performances dignes d'un Oscar, employait une guerre psychologique pour accroître le réalisme. Il a délibérément gardé Stamp et Egar isolés l'un de l'autre en dehors du tournage, augmentant une tension authentique. La première vue horrifiée d'Egar sur la prison du sous-sol a été capturée par la caméra pour un effet authentique. Choc. L'actrice a révélé plus tard qu'elle avait vraiment eu peur de Stamp pendant tout le tournage. Coûtant 1 400 000 $, le film a quadruplé son budget mondialement et a valu aux deux stars les prix d'interprétation à Cannes. Prix. Le travail de caméra de Wyler est trompeusement simple. Il garde les plans inconfortablement longs, rendant les spectateurs complices de l'emprisonnement de Miranda. Les thrillers psychologiques modernes de Misery a Room doivent une dette glaçante au murmure de Freddy. Belle, belle, alors que le piège se referme. L'innovation la plus dérangeante du film? Rendre Freddy sympathique dans sa solitude blessée, tout en n'excusant jamais ses actions, le modèle pour chaque tueur en série compréhensif de Hannibal Lecter à Joe Goldberg. Besoin de reprendre votre souffle après ce cauchemar claustrophobe? Tant pis. Le prochain coup pulse déjà alors que nous arrivons dans les rues menaçantes de Los Angeles. Point blank. 1967. Je veux mon argent. Avec cette déclaration de mission de 3 mots, Walker, interprété par Lee Marvin, traque Los Angeles éclairé au néon à la recherche des 93 000 $ que son partenaire a volés après un braquage mal tourné. La chronologie fracturée et les visuels expressionnistes du réalisateur John Boorman brisent les conventions du film noir, laissant les spectateurs se demander si Walker est même vivant ou juste un fantôme vengeur. Tourné en écran large Métrocolor pour 2 millions de $, le film a échoué sur le plan national, mais a explosé dans les salles d'art en Europe, où les critiques ont salué sa brutalité pop art et son existentialisme. Cool. La caméra de Boorman transforme Alcatraz et LAX en cauchemar de béton abstrait, où les pas résonnent comme des coups de feu. Le regard glacial de Marvin, souvent capturé avec des téléobjectifs à un pâté de maison, laisse les bâtiments modernistes gronder de menaces derrière lui, l'architecture devenant personnage. Les scènes de combat ont réinventé la violence à l'écran. Rapide, brutale et sans émotion. Marvin, un marine décoré de la Seconde Guerre mondiale, a entraîné les cascadeurs pour que le combat ait l'air efficace. Pas voyant. Dans une séquence emblématique, Walker marche simplement dans un couloir sans fin. Ses pas résonnent si fort qu'ils deviennent des instruments de percussion, ponctuant sa poursuite implacable. Quentin Tarantino cite Point Blank comme un visionnage incontournable pour comprendre les films de crime modernes. Sans cela, Reservoir Dogs pourrait encore être coincé dans le coffre. Little May de Steven Soderbergh lui rend hommage directement, et Christopher Nolan l'a nommé comme une influence sur la narration fragmentée de Memento. Sentir le sol. Grondement, c'est la réverbération du cinéma de vengeance réinventé sous vos yeux. Seul dans la nuit, 1967. L'obscurité devient une arme dans l'adaptation par Terence Young de la pièce de théâtre de Frederick Knott. Audrey Hepburn, formée pendant des mois par des consultants en cécité, joue le rôle de la photographe récemment aveugle Susie Hendricks, qui compte ses pas dans son appartement de Greenwich Village, alors que l'escroc trafiquant d'héroïne Harry Rote et ses complices recherchent une poupée remplie d'héroïne cachée dans son appartement. Le dernier acte du film a révolutionné le cinéma expérientiel. Le réalisateur Young a plongé les salles de cinéma dans une obscurité totale pendant les scènes culminantes, synchronisant la cécité du public avec celle du personnage de Hepburn. Le département marketing du studio a exploité cette astuce avec des affiches avertissant « Pendant les 8 dernières minutes de ce film, le théâtre sera plongé dans l'obscurité la plus légale possible pour intensifier la terreur du climax à couper le souffle. » Army Breedert. Les cris du public sont devenus un outil marketing viral des décennies avant les réseaux sociaux. Avec un budget de 3 millions de $, il a rapporté 10 fois plus. Que l'interprétation d'Hepburn, nommée aux Oscars, reste une leçon magistrale de suspense sensoriel. Pour la scène où Rote attaque Susie avec un couteau, Arkin joua avec une telle férocité qu'Hepburn fut véritablement terrifié, produisant un cri authentique qui fut conservé dans la version finale. Le génie du film réside dans le fait de transformer des objets ménagers ordinaires en armes de guerre. La lumière du réfrigérateur devient un avantage tactique, une simple allumette devient un salut. Quand la porte du réfrigérateur s'ouvre, déversant une lumière blanche sur le plateau obscurci, vous jurerez que les ombres derrière votre canapé viennent de bouger. 60 ans plus tard,
Sans un bruit et Don't Breathe explorent encore ce territoire de privation sensorielle. Seul dans la nuit a été pionnier. Dans la chaleur de la nuit, 1967. Il m'appelle Monsieur Tibbs. Avec ces 5 mots, Sidney Poitier a redéfini la masculinité noire dans le cinéma américain. Tenant bon dans la chaleur du Mississippi, en tant que détective de Philadelphie, Virgil Tibbs. Le thriller primé aux Oscars de Norman Jewison oblige le shérif Gillespie, joué par Rod Steiger, à coopérer avec Tibbs lorsqu'un industriel du Nord est assassiné dans leur petite ville du Sud. La production a immédiatement rencontré des défis, tournée principalement en Illinois après que des habitants ont protesté contre un casting interracial, avec des scènes de plantations tournées au Tennessee, où des gardes armés protégeaient Poitiers après des menaces de membres locaux du Ku Klux Klan. L'équipe a gardé des tiges de coton réfrigérées pour maintenir l'illusion de la chaleur du Mississippi en tournant dans des climats plus frais. Budget, 2 millions de dollars. Recettes, 24 millions de dollars. Oscar, 5, dont celui du meilleur film. La gifle de Poitiers, qui a fait le tour du monde, retournant la frappe d'un homme blanc a bouleversé Hollywood. Tabou. La scène n'était pas dans le scénario original. Poitier l'a ajoutée lui-même, avec la condition qu'elle apparaisse dans toutes les versions mondiales, sachant que les théâtres du Sud pourraient autrement la couper. Pendant ce temps, la partition enrichie à l'harmonica de Quincy Jones a donné à Back Porch Blues l'impression d'un hurlement de sirène, tissant la tension raciale à travers chaque image. Au-delà de sa politique, dans la chaleur de la nuit réussie en tant que pur thriller procédural, l'interrogatoire dans la serre, la poursuite à travers les champs de coton, l'embuscade nocturne augmentent tous la tension tout en examinant les dynamiques raciales dans Microcosme. De SC7 à True Detective, chaque duo de détectives mal assortis doit une dette à la relation réticente entre Tibbs et Gillespie. Target, 1968. Les débuts de Peter Bogdanovich en tant que réalisateur accomplissent un exploit glaçant de diagnostic culturel. Il alterne entre l'icône de l'horreur vieillissante Byron Orlock. Il joue une version de lui-même et Bobby Thompson, vétéran du Vietnam à l'apparence soignée, qui devient tireur d'élite dans un cinéma en plein air projetant le dernier film d'Orlock. Film. Produit pour Roger Corman avec un budget restreint de 125 000 $ américains, le film a réutilisé des séquences restantes de The Terror et a été terminé en 23 jours. Karloff, alors âgé de 80 ans et malade, devait à Corman 2 jours de travail. Bogdanovich les a étendus à 5 en écrivant des scènes que Karloff pouvait jouer assis. Le résultat inclut un monologue lassé, en partie scénarisé, en partie autobiographique, où Orlock se lamente « Mon genre d'horreur n'est pas l'horreur plus ». Cette phrase résume la thèse du film. Les monstres gothiques ont été remplacés par le garçon américain d'à côté avec un fusil de chasse. Sorti peu de temps après les assassinats de Martin Luther King Jr. et Robert Kennedy, Target semblait étrangement prophétique. Aujourd'hui, c'est une œuvre essentielle pour quiconque suit l'évolution de la violence à l'écran. La stratégie visuelle de Bogdanovich est brillante. Alors qu'Orlock raconte The Appointment in Samara, faible sur l'inévitabilité de la mort, nous voyons Bobby charger des fusils dans le coffre de sa voiture. La séquence du sniper au drive-in crée le moment le plus méta du cinéma. Bobby tire à travers l'écran sur des spectateurs qui prennent d'abord les coups de feu réels pour la bande sonore du film. Lorsque l'ancienne horreur confronte enfin la nouvelle horreur, la collision ressemble à un passage de flambeau du cinéma américain vers une génération plus sombre. La mariée était en noir, 1968. François Truffaut canalise son idole Alfred Hitchcock et le romancier de pulp Cornell Woolrich, alors que la veuve en noir Jeanne Moreau, Julie Kohler, se déguise méthodiquement pour exécuter les 5 hommes responsables d'avoir accidentellement tué son mari sur leur jour de mariage. Tourné en couleur éclatante d'Eastman avec une musique de Bernard Herrmann qui fait écho aux cordes de Psycho, le film a coûté 1 800 000 $ et a battu des records au box-office en France, tout en recevant des critiques mitigées. Aux États-Unis, Truffaut aurait été en désaccord avec Herrmann sur l'intensité de la musique. Pourtant, ce motif de corde poignardant a survécu pour marquer le film, cramoisi. La performance de Moreau est une leçon magistrale en émotions contrôlées. Sa Julie change d'identité avec une aisance troublante, de travailleuse en garderie à domestique en passant par sujet d'interview. Chaque meurtre correspond à un défaut fatal d'un homme. Vanité, luxure, avidité, instinct paternel, amour de l'art. Truffaut filme chaque meurtre avec un langage visuel différent, l'un stylisé comme une peinture, un autre avec un style documentaire, réalisme. Quentin Tarantino a repris sa structure de liste de morts pour Kill Bill, prouvant que la vengeance peut être aussi stylée que cruelle. Contrairement à la plupart des récits de vengeance, Truffaut nous refuse la catharsis. La vengeance de Julie ne lui apporte ni paix, seulement du vide et de l'emprisonnement. La fin du film.
Dernier plan de Julie dans sa cellule, portant sa robe de mariée tout en faisant des ombres chinoises sur le mur, reste l'une des images les plus obsédantes du cinéma sur la victoire creuse de la vengeance. Soif de plus de mystères psychologiques? La villa italienne à venir cache de la folie dans ses murs ornés de fresques. A Quiet Place in the Country, 1968. Le peintre traumatisé de guerre Franco Nero, Leonardo, et l'amante riche de Vanessa Redgrave, Flavia, se retire dans un manoir rural abandonné où les fantômes de la Seconde Guerre mondiale, notamment une adolescente assassinée, murmurent l'inspiration pour ces toiles de plus en plus troublées. Le réalisateur Elio Petri a mélangé le surréalisme d'art et l'inquiétude du giallo, créant une méditation hallucinatoire sur l'obsession artistique. La conception sonore du film reste révolutionnaire. Petri a conçu le son des champs de maïs froissés pour qu'ils sifflent comme des voix chuchotées, tandis que les bruits quotidiens comme les robinets qui goûtent et les horloges qui font tic-tac s'amplifient à des niveaux effrayants lorsque la paranoïa de Leonardo augmente. Le maestro Ennio Morricone a contribué une partition atonale qui rend le silence même menaçant. Les recettes du box-office italien ont été modestes, mais les audiences des festivals ont loué son approche de surcharge sensorielle face à la décomposition psychologique. Les séquences de rêve du film, des montages fragmentés et rapides d'images de guerre, de corps nus et de peintures éclaboussées ont inspiré des générations de réalisateurs d'horreur. Le fondateur d'Industrial Light and Magic, Dennis Muren, a plus tard cité ces techniques visuelles comme une influence subconsciente sur son travail d'effets spéciaux. Plus impressionnant encore, Petri refuse de clarifier ce qui est surnaturel par rapport à ce qui est psychologique. Le manoir est-il hanté ou l'esprit de Leonardo se fracture-t-il sous la pression artistique? Le film suggère que créativité et folie partagent les mêmes racines sanglantes. Marchez doucement à travers ce chef-d'œuvre négligé, les murs se souviennent de tout, même si les spectateurs ont oublié ce bijou, jusqu'à ce que des restaurations récentes le remettent en circulation. Z, 1969. Toute ressemblance avec des personnes réelles et des événements n'est pas fortuite, elle est intentionnelle. Avec cette carte de clôture défiant, Costa Gavras a transformé une assassination politique grecque en un thriller de reportage haletant, édité avec une urgence frappante. Basé sur l'assassinat en 1963 du politicien démocrate grec Grigoris Lambrakis, Z a été tourné en Algérie pour 800 000 $ après que la junte militaire ait interdit le tournage en Grèce. Malgré sa politique incendiaire, le film a récupéré 60 fois son coût et a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, ainsi qu'une nomination pour le meilleur film, un exploit rare pour les films non anglophones. Yves Montand joue le politicien pacifiste condamné, Z, ce qui signifie qu'il vit en grec ancien, un symbole de protestation, tandis que le magistrat instructeur de Jean-Louis Trintignant dévoile la conspiration gouvernementale derrière la mort accidentelle. Le montage haletant du film, coupant entre plusieurs perspectives des mêmes événements, crée une immédiateté semblable à celle d'un documentaire qui a influencé les thrillers politiques pendant des décennies. Le plus audacieux, le compositeur Mikis Theodorakis, lui-même emprisonné par la junte, a fait passer clandestinement la bande sonore révolutionnaire interdite du film en Grèce sur des disques vinyles étiquetés comme de la musique populaire. Lorsque le film révèle que des témoins clés sont morts mystérieusement, que des généraux ont été promus, et que la démocratie elle-même a été suspendue, il ne s'agissait pas de rebondissements fictifs, mais de l'histoire réelle de la Grèce. L'influence du film s'étend au-delà du cinéma, lorsque la véritable junte grecque est tombée en 1974. Beaucoup ont cité Z comme ayant maintenu l'attention internationale sur la brutalité du régime. Rarement un thriller a-t-il changé non seulement le cinéma, mais aussi l'histoire politique elle-même. Steven Spielberg l'a qualifié de « l'un des films politiques les plus importants jamais réalisés », tandis que ces techniques résonnent dans tout, de Les hommes du président à la vengeance dans la peau. Qu'est-il arrivé à Tantalis, 1969? Ruth Gordon affronte Geraldine Page dans un gothique arizonien blanchi par le soleil, où les veuves plantent plus que des roses dans leur jardin désertique impeccable. Le producteur Robert Aldrich, après son succès avec Qu'est-il arrivé à Baby Jane, nous présente Claire Marable, une veuve récemment appauvrie qui engage des domestiques, vole leurs économies et plante des pins sur leur corps. Le génie subversif du film réside dans la transformation des communautés de retraités gentrifiés en champs de meurtre, transformant les cisailles de jardinage et les théières en instruments de meurtre. Doté d'un budget modeste de 1 million de $ et tourné sous la chaleur accablante de Phoenix, la production a réutilisé l'équipe des classiques Psycho Beatty d'Aldrich. Page aurait pratiqué à creuser des trous entre les prises pour plus de réalisme. Le parfum de l'oléandre sur le plateau donnait des maux de tête aux figurants en raison de la toxicité naturelle de la plante.
Bien que les recettes initiales fussent modestes, la syndication télévisée de fin de soirée a transformé le film en un film culte d'horreur horticole. La séquence sous-marine où Alice manque de se noyer dans une piscine a été filmée pendant 3 jours éprouvants. Gordon, alors âgée de 72 ans, a insisté pour réaliser elle-même ses cascades aquatiques malgré les objections du réalisateur. Préoccupation. Ce qui élève tant Alice au-delà du kitsch, c'est son sous-texte économique. Claire tue parce que le système financier patriarcal l'a laissée indigente après la mort de son mari. Ses victimes sont des femmes également trahies par ce système, et leur corps fertilise des plantes qui représentent la tentative de Claire de reconstituer sa fortune perdue. C'est une histoire d'horreur sur le capitalisme vêtu de motifs floraux et de gants de jardinage. Prêt à découvrir les secrets plus larges du cinéma des années 60. Et voilà, 15 thrillers des années 60 qui frappent encore plus fort qu'un coup de tonnerre sur bobine. Des terreurs de sous-sol aux poudrières politiques, ces films prouvent que le suspense ne vieillit jamais. Il change juste de masque. Oubliez les monstres en CGI et les sursauts prévisibles. Ces classiques comprennent que la vraie terreur réside dans la psychologie humaine et sociale. Anxiété. Quel titre a le plus secoué vos nerfs? Laissez votre réponse dans les commentaires, puis appuyez sur le bouton « J'aime » si votre cœur bat encore. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que notre caravane de l'âge d'or continue de parcourir les ruelles cachées de l'histoire du cinéma. Si vous avez apprécié ce voyage dans le suspense des années 60, consultez nos listes de lecture sur le film noir et les thrillers de paranoïa des années 70, l'évolution naturelle de ce que vous avez vu aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec un autre passionné de films classiques et rejoignez-nous la semaine prochaine lorsque nous exhumerons un autre trésor intemporel. D'ici là, gardez le popcorn chaud et le projecteur en marche. À bientôt dans le noir.